Une histoire populaire des États-Unis, Howard Zinn, de 1492 à nos jours. Post-scriptum sur les élections de 2000 et la guerre contre le terrorisme. À l'issue des 2 mandats de Clinton, le 22e amendement de la Constitution ne permet pas plus de 2 mandats. Il était évident que le candidat démocrate à l'élection présidentielle serait l'homme qu'il avait servi loyalement au poste de vice-président, Albert Gore. Le candidat choisi par le Parti républicain fut le gouverneur du Texas, George W. Bush, connu pour ses liens avec les intérêts pétroliers et pour son record du nombre de détenus exécutés au cours de son mandat de gouverneur. Bien que, pendant la campagne, Bush ait accusé Gore d'en appeler à la guerre de classe, la candidature de Gore et de son vice-président, le sénateur Joseph Lieberman, ne menaçait pas réellement les grandes fortunes. À la une du New York Times, on put même lire « Le sénateur Lieberman se vante d'être pro-business ». L'article précisait « Lieberman est fort apprécié des industries de haute technologie de la Silicon Valley et du complexe militaro-industriel du Connecticut qui lui est reconnaissant pour les 7,5 milliards de dollars de contrats qu'il leur a fait obtenir pour la construction du sous-marin le Sea Wolf. » Quoi qu'il en soit, la différence dans le soutien apporté par le monde des affaires aux 2 candidats à la présidence peut s'évaluer à l'aune des 220 millions de dollars récoltés pour la campagne de Bush contre 170 millions de dollars pour celle de Gore. Ni l'un ni l'autre n'avaient de réels projets en faveur d'un système de santé gratuit, de la construction de logements sociaux, de changements spectaculaires dans la politique environnementale. Tous les 2 étaient partisans de la peine de mort et de l'augmentation du nombre des prisons, et tous les 2 étaient favorables au maintien d'un appareil militaire important, à la poursuite de l'usage et de la fabrication des bombes antipersonnelles et à la reconduction des sanctions contre Cuba et l'Irak. Il y avait un 3e candidat à la présidence, Ralph Nader, dont la réputation nationale était due à plusieurs décennies de critiques continuelles exprimées à l'encontre de la mainmise du monde des affaires sur l'économie américaine. Son programme était radicalement différent de celui des 2 autres candidats. Il mettait l'accent sur le système de santé, l'enseignement et l'environnement. Mais il fut écarté des plateaux de télévision lors des débats de la campagne et ne bénéficia pas, bien entendu, du soutien financier des grandes entreprises. Il dut donc se contenter des modestes contributions de ceux qui appréciaient son programme. Étant donné le consensus des 2 principaux partis autour des questions sociales et les obstacles mis sur la route du 3e candidat, il était prévisible que la moitié des électeurs du pays, en grande majorité issus des populations à bas revenus et n'ayant aucune confiance dans les principaux partis, ne se déplacent même pas pour voter. Un journaliste interviewa une caissière de station-service, épouse d'un travailleur du bâtiment, qui affirmait qu'elle ne croyait pas que les candidats s'intéressent à des gens comme nous. Peut-être que s'ils vivaient dans un 2 pièces, ce serait différent. Une afro-américaine, manager dans un McDonald's pour un salaire dépassant à peine le minimum légal de 5,5 $ de l'heure, déclara à propos de Bush et de Gore: « Ces 2-là ne m'intéressent pas du tout, et tous mes amis pensent comme moi. Ces types ne changeront pas ma vie. » Ce furent finalement les plus étranges élections de toute l'histoire du pays. Al Gore recueillit sur son nom des centaines de milliers de voix de plus que Bush. Mais la Constitution américaine prévoit que le vainqueur soit désigné par de grands électeurs, eux-mêmes désignés par chaque État. L'élection fut si serrée que la décision finale dépendit au bout du compte des électeurs désignés par la Floride. Cet écart entre le suffrage populaire et le vote des électeurs de chaque État ne s'était produit qu'à 2 reprises dans le passé, en 1876 et en 1888. Le candidat qui remporterait le plus de suffrages en Floride aurait tous les électeurs de l'État en sa faveur et deviendrait donc président. Mais il y eut une controverse furieuse sur l'identité même de celui qui avait remporté le suffrage populaire en Floride, Gore ou Bush. Il apparut que de nombreux votes n'avaient pas été comptabilisés, en particulier dans des circonscriptions où vivaient beaucoup d'Afro-Américains, que des bulletins avaient été annulés pour des raisons techniques et que d'autres avaient été mal lus par les machines qui les traitaient. Mais Bush avait un net avantage. Son frère, Jeb Bush, était gouverneur de Floride, et il revenait à la secrétaire d'État de Floride, Catherine Harris, de désigner le vainqueur.
et donc, in fine, le président. Accusé de fraude électorale, Harris se lança dans un recomptage partiel des bulletins qui confirma la victoire de Bush. Un recours en appel auprès de la Cour suprême de Floride, dominée par le Parti démocrate, aboutit à une injonction interdisant à Harris de désigner un vainqueur et ordonnant que l'on termine le décompte de tous les bulletins. Harris fixa une date limite à ce recomptage, et tandis qu'il restait encore des milliers de bulletins en suspens, elle s'autorisa à déclarer Bush vainqueur par 537 voix d'avance. Il s'agissait sans aucun doute du résultat le plus serré de l'histoire des élections présidentielles américaines. Mais Gore était résolu à contester cette décision et demanda que le comptage se poursuive comme l'avait ordonné la Cour suprême de Floride. De son côté, le Parti républicain fit appel auprès de la Cour suprême des États-Unis. La Cour suprême était partagée selon les courants idéologiques. Les 5 juges conservateurs, Rehnquist, Scalia, Thomas, Kennedy, O'Connor, malgré le traditionnel principe conservateur de non-intervention dans les affaires de l'État, rejetèrent la décision de la Cour suprême de Floride et interdirent la poursuite du dépouillement des bulletins de vote. Ils affirmaient que ce recomptage violait une clause de la Constitution qui exigeait une égale application des lois, alors que le mode de dépouillement des bulletins variait en Floride selon les comtés. Les 4 juges libéraux, Stevens, Ginsburg, Breyer et Souter, déclaraient pour leur part que la Cour suprême des États-Unis n'avait pas le droit d'intervenir dans l'interprétation faite par la Cour suprême de Floride des lois de cet État. Breyer et Souter affirmaient même que, s'il y avait un problème avec ces différents modes de comptage des bulletins, il ne restait qu'à procéder à une nouvelle élection accompagnée d'un mode unique de dépouillement. Mais le fait que la Cour suprême refuse de remettre en cause la proclamation des résultats faite par Harris signifiait qu'elle était bien décidée à voir son favori, George W. Bush, devenir président des États-Unis. Le juge Stevens insista sur ce fait, avec une certaine amertume, dans le rapport rédigé par la minorité libérale de la Cour. Si nous ne connaîtrons jamais avec certitude l'identité du vainqueur des élections présidentielles de cette année, celle du perdant est parfaitement évidente. C'est la confiance placée par la nation dans la personne du juge comme gardien impartial de l'autorité de la loi. En prenant ses fonctions, Bush entreprit de réaliser avec une arrogance absolue son programme au bénéfice du monde des affaires, comme s'il avait effectivement reçu le soutien massif de la nation pour ce faire. Et le Parti démocrate ne lui opposa que de timides critiques, tant démocrates et républicains sont toujours sur la même ligne en politique étrangère et ne diffèrent que très peu en matière de politique intérieure. Le programme de Bush était simple. Il se déclara en faveur de réduction d'impôts pour les plus riches, s'opposa nettement aux strictes réglementations environnementales et projeta d'engager la privatisation du système social en liant les fonds de retraite des citoyens américains aux fluctuations du marché boursier. Il augmenta le budget de la défense et s'engagea à poursuivre le projet Guerre des étoiles, malgré les réticences de nombreux scientifiques affirmant que les missiles de l'espace ne fonctionneraient pas et que, même dans le cas contraire, cela ne ferait que relancer la course aux armements partout à travers le monde. Après 9 mois de présidence, le 11 septembre 2001, un événement terrible eut lieu qui rejeta tous les autres problèmes à l'arrière-plan. Des pirates de l'air s'emparèrent des commandes de 3 avions bourrés de carburant qu'ils lancèrent sur les Twin Towers du World Trade Center de Manhattan et sur un bâtiment du Pentagone à Washington. Horrifiés, les Américains purent assister, en direct à la télévision, à l'effondrement des 2 tours dans un enfer de béton et de métal qui ensevelit des milliers d'employés et des centaines de pompiers et de policiers venus leur porter secours. On n'avait jamais vu une telle attaque portée contre les formidables symboles de la richesse et du pouvoir américain. Ces attentats furent commis par 19 individus originaires du Moyen-Orient et pour la plupart d'Arabie Saoudite. Ils avaient choisi de mourir en portant un coup mortel à ceux qu'ils considéraient clairement comme leur pire ennemi, une superpuissance qui se pensait invulnérable. Bush déclara immédiatement la guerre au terrorisme et affirma que nous ne devions pas faire de différence entre les terroristes et les pays qui abritent les terroristes. Le Congrès s'empressa de voter un décret autorisant le président à engager des opérations militaires sans être tenu de lui demander l'autorisation légale de faire la guerre, comme la Constitution américaine l'exige pourtant. Ce décret fut voté à l'unanimité par le Sénat et seul un membre de la Chambre des représentants s'y opposa,
Barbara Lee, représentante afro-américaine de Californie. Sur la simple présomption que le responsable des attentats était l'activiste musulman Oussama Ben Laden et qu'il se cachait quelque part en Afghanistan, Bush ordonna que l'on bombarde ce pays. Le président se fixa pour objectif la capture, mort ou vif, de Ben Laden et la destruction totale du mouvement islamiste Al-Qaïda. Mais après 5 mois de bombardement sur l'Afghanistan, quand Bush fit son discours sur l'état de l'Union devant le Congrès, il dut admettre, tout en affirmant que nous étions en train de gagner notre guerre contre le terrorisme, que des dizaines de milliers de terroristes étaient encore dans la nature et que des dizaines de pays continuaient de les accueillir. Bush et ses conseillers auraient dû savoir que les terroristes ne pouvaient être détruits par la force. Les précédents historiques le démontrent suffisamment. Les Britanniques n'ont-ils pas systématiquement répondu aux actes terroristes de l'IRA, l'Irish Republican Army, par la force armée, ne parvenant qu'à renforcer le terrorisme en Irlande du Nord ? Depuis des décennies, les Israéliens répondent par les armes au terrorisme palestinien, ne faisant qu'entraîner l'intensification des attentats terroristes palestiniens. Après les attentats de 1998 contre les ambassades américaines en Tanzanie et au Kenya, William Clinton avait fait bombarder le Soudan et l'Afghanistan. Au regard des événements du 11 septembre 2001, il est clair que cela n'a pas suffi à éradiquer le terrorisme. Ces mois de bombardement furent dévastateurs pour un Afghanistan déjà miné par des décennies de guerre et de destruction. Le Pentagone prétendit qu'il ne visait que des cibles militaires et que les pertes civiles étaient malencontreuses et constituaient des accidents regrettables. Pourtant, selon les organisations humanitaires et les témoignages recueillis par les presses américaines et européennes, entre 1000 et 4000 civils afghans ont trouvé la mort sous les bombes américaines. Un peu comme si les États-Unis réagissaient aux crimes atroces perpétrés par des terroristes contre des New-Yorkais innocents tuant des Afghans innocents. Quotidiennement, le New York Times publiait des photos émouvantes des victimes de la tragédie des Twin Towers, accompagnés de portraits de propos sur ce qu'ils aimaient, sur leur travail et sur leur famille. Il était bien entendu impensable de recueillir le même genre de renseignements sur les victimes afghanes. Il y eut pourtant quelques récits émouvants de la part de journalistes qui, après la visite des hôpitaux ou des villages, purent témoigner des effets dévastateurs des bombardements américains. Ayant visité un hôpital à Jalalabad, un journaliste du Boston Globe écrivit « Dans un lit se trouve Noor Mohammed, 10 ans, enfoui sous les bandages. Il a perdu les yeux et les mains dans l'explosion de la bombe qui a frappé sa maison dans la soirée de dimanche. Le directeur de l'hôpital, Guloja Shimwari, secoue la tête devant l'état du gamin. « Les États-Unis doivent penser que c'est Ben Laden, dit Shimwari, mais ce n'est pas Osama Ben Laden. Alors pourquoi font-ils cela ?» La morgue de l'hôpital a accueilli 14 cadavres le week-end dernier et les responsables, ici, estiment qu'au moins 89 civils ont été tués dans différents villages. Hier, à l'hôpital, on a pu se rendre compte des dommages causés par les bombardements au travers de ce qui est arrivé à toute une famille. Une bombe a tué le père, Faisal Karim, dans un lit d'hôpital et étendu la mère, Mustafa Jama, qui est gravement blessée, et autour d'elle, 6 de ses enfants dans un état pitoyable. L'un d'entre eux, âgé de 8 ans, est toujours dans le coma. Depuis la catastrophe du 11 septembre, l'opinion publique américaine soutenait, en grande majorité, le président Bush dans sa guerre contre le terrorisme. Démocrates et républicains rivalisaient d'invectives contre le terrorisme. Le New York Times, opposé à Bush pendant les élections, écrivit dans un de ses éditoriaux de décembre 2001 « Bush a su démontrer qu'il était ferme en temps de guerre et donner à la nation un sentiment de sécurité en cette période de crise. » Mais l'étendue de la catastrophe humanitaire provoquée par les bombardements américains en Afghanistan prenait peu de place dans les principaux médias, télévision ou presse écrite, qui avaient, semble-t-il, tous décidé de démontrer leur ferveur patriotique. Le président de CNN, Walter Isaacson, adressa une note à toute son équipe pour que les images montrant des victimes civiles afghanes soient obligatoirement accompagnées d'un commentaire rappelant qu'il s'agissait de représailles pour avoir abrité les terroristes. Ce serait tout de même un peu bizarre d'accorder trop d'attention aux pertes civiles ou à la violence des événements en Afghanistan, déclara-t-il. Quant au présentateur, Dan Rather, il n'hésita pas à affirmer
George Bush est le président. S'il a besoin de moi quelque part, il n'a qu'à me dire où. Le gouvernement américain alla extrêmement loin dans sa volonté de contrôler le flot d'informations en provenance d'Afghanistan. Il fit bombarder le bâtiment qui abritait la plus importante télévision du Moyen-Orient, Al Jazeera, et mit la main sur une organisation qui diffusait les photos prises par satellite des effets des bombardements américains. Les plus fameux magazines se sont plu à entretenir une atmosphère de revanche. Time appelait, dans un article titré « Défense de la colère et de la revanche », à mener une politique de violence ciblée. Bill O'Reilly, un commentateur de télévision très populaire, demandait aux autorités américaines de bombarder les infrastructures afghanes jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Les aéroports, les usines produisant l'énergie, les réseaux d'eau potable et les voies de communication. Le drapeau américain fit son apparition dans les maisons, sur les voitures, dans les vitrines, expression d'un chauvinisme exacerbé qui rendait très difficile pour les citoyens ordinaires la moindre critique de la politique gouvernementale. En Californie, un retraité qui, lors d'une interview, avait critiqué le président Bush, reçut la visite du FBI et fut interrogé. Une jeune femme trouva à sa porte 2 agents du FBI qui affirmèrent avoir été prévenus qu'elle affichait chez elle des posters hostiles au président. Le Congrès vota le USA Patriot Act, qui donnait au département à la justice le droit de détenir des résidents étrangers sur simple présomption et sans qu'aucune véritable charge soit retenue contre eux. On leur déniait également les droits juridiques accordés par la Constitution. Le USA Patriot Act prévoyait que le secrétaire d'État pourrait qualifier n'importe quel groupe de terroriste et que toute personne qui en serait membre ou aurait récolté des fonds pour cette organisation pourrait être arrêtée, détenue jusqu'à son expulsion. Le président Bush demanda au pays de ne pas commettre d'actes hostiles à l'encontre des Américains d'origine arabe, mais dans les faits, le gouvernement se mit à convoquer certaines personnes pour les interroger. Il s'agissait la plupart du temps de musulmans. 1 millier ou plus d'entre eux furent maintenus en détention sans preuve. Anthony Lewis, journaliste au New York Times, raconta l'histoire d'un homme arrêté sur des accusations restées confidentielles. Lorsque le juge fédéral décréta finalement qu'on ne pouvait affirmer que cet homme représentait une menace pour la sécurité nationale, il fut relâché. Mais après le 11 septembre, le département à la justice, ignorant la décision du juge, arrêta de nouveau cet homme, le maintint dans l'isolement le plus complet, 23 heures par jour, et interdit les visites de sa famille. Quelques voix relativement minoritaires critiquèrent pourtant cette guerre. Des rassemblements pour la paix et des conférences eurent lieu partout dans le pays. Les slogans les plus répandus dans ces réunions demandaient « La justice, pas la guerre » ou affirmaient que « Notre chagrin ne réclame pas vengeance ». En Arizona, un État qui n'est pas particulièrement réputé pour son esprit contestataire, 600 citoyens rédigèrent un appel qui parut dans la presse, rappelant la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ils invitaient les États-Unis et la communauté internationale à utiliser les moyens engagés dans la destruction de l'Afghanistan pour lever les obstacles qui empêchent la livraison de nourriture suffisante aux populations qui en ont le plus urgent besoin. Certains membres de familles de victimes des attentats contre les Twin Towers sous le Pentagone écrivirent au président Bush, l'implorant de ne pas répondre à la violence par la violence et de faire cesser le bombardement des populations afghanes. Amber Amundson, dont le mari, pilote de l'aviation américaine, était mort dans l'attentat contre le Pentagone, déclara « J'ai pu entendre des discours haineux de la part de certains Américains et de certains de nos dirigeants qui envisagent des représailles et des violences inspirées par la volonté de revanche. J'entends clairement faire comprendre à ces dirigeants que ma famille et moi-même ne trouvons aucun réconfort à ces discours de haine. Si vous décidez de répondre à cette violence incompréhensible par la même violence contre des êtres humains innocents, vous ne devez pas le faire au nom de mon mari. » Certaines familles de victimes se rendirent même en Afghanistan en janvier 2002 pour rencontrer des familles afghanes qui avaient également perdu des proches dans les bombardements américains. Elles rencontrèrent Abdul et Shakila Amin, dont la fille de 5 ans, Nazila, avait été tuée par une bombe américaine. L'une de ces Américaines s'appelait Rita Lazar.
Son frère avait été cité par le président Bush comme un exemple d'héroïsme. Il avait choisi de demeurer auprès d'un ami handicapé plutôt que de chercher à s'échapper seul du bâtiment en train de s'effondrer. Rita Lazar déclara qu'elle vouerait le reste de son existence à défendre la paix. Ceux qui critiquaient les bombardements affirmaient que le terrorisme s'enracinait dans le ressentiment profond éprouvé à l'égard des États-Unis. L'origine de ce ressentiment n'était pas difficile à identifier. La présence de troupes américaines en Arabie Saoudite, terre sacrée de l'islam, les 10 années de sanctions économiques infligées à l'Irak, sanctions qui, selon les Nations Unies, avaient entraîné des centaines de milliers de morts chez les enfants de ce pays, l'indéfectible soutien américain à l'occupation des territoires palestiniens par Israël et les milliards de dollars d'aide militaire apportés à ce pays. Mais ces problèmes ne peuvent être résolus sans que se produisent des changements fondamentaux dans la politique étrangère américaine. De tels changements seraient inadmissibles aux yeux du complexe militaire-industriel qui influence les deux principaux partis. En effet, ils impliqueraient que nous retirions les troupes américaines disséminées à travers le monde, que nous abdiquions notre volonté de domination politico-économique sur les autres pays du monde, bref, que nous fassions notre deuil du rôle tant prisé de superpuissance mondiale. De tels changements fondamentaux exigeraient également un renversement dans l'ordre des priorités politiques. Faire passer par exemple les 3 à 400 milliards de dollars annuels affectés au budget de la défense vers des projets qui permettraient d'améliorer les conditions de vie des Américains et des autres peuples du monde. L'Organisation mondiale de la santé affirme par exemple qu'une infime portion du budget militaire américain suffirait à sauver des millions de vies humaines si elle était affectée au traitement de la tuberculose. Les États-Unis, après de tels changements drastiques dans leur politique, ne seraient certes plus la superpuissance militaire mais pourraient devenir une superpuissance humanitaire, utilisant leurs incroyables ressources pour venir en aide aux nations les plus démunies. 3 ans avant les terribles événements du 11 septembre 2001, un ancien lieutenant-colonel de l'aviation américaine, Robert Bowman, qui avait mené 101 missions de combat au Vietnam avant de devenir évêque de l'Église catholique américaine, déclarait dans The National Catholic Reporter à propos des attentats à la bombe contre les ambassades américaines de Tanzanie et du Kenya. « Nous ne sommes pas haïs parce que nous pratiquons la démocratie, aimons la liberté ou défendons les droits de l'homme. Nous sommes détestés parce que notre gouvernement refuse tout cela aux pays du tiers-monde dont les ressources naturelles sont convoitées par nos multinationales. Cette haine que nous avons semée est revenue nous hanter sous la forme du terrorisme. Au lieu d'envoyer nos fils et nos filles à travers le monde pour tuer des Arabes afin que nous puissions nous emparer du pétrole qui dort sous les sables de leur désert, nous devrions les y envoyer pour les aider à reconstruire leurs infrastructures, leur fournir de l'eau potable et nourrir leurs enfants affamés. En bref, nous devrions faire le bien au lieu du mal. Qui voudrait nous en empêcher? Qui pourrait nous haïr pour cela? Qui voudrait nous bombarder? C'est cette vérité-là que le peuple américain devrait entendre. Après les attentats du 11 septembre, de telles voix ont été la plupart du temps tenues à l'écart des principaux médias américains. Mais les propos de Bowman étaient prophétiques, et il devrait y avoir une chance pour que son formidable message moral soit entendu quand l'inutilité de répondre à la violence par la violence aura une nouvelle fois été démontrée. À coup sûr, si l'histoire nous apprend quelque chose, c'est que l'avenir de paix et de justice en Amérique ne dépendra pas de la bonne volonté du gouvernement. Le principe démocratique, énoncé dans le texte même de la Déclaration d'indépendance, affirmait que le gouvernement est subordonné au peuple qu'il a institué. Ainsi, l'avenir de la démocratie repose-t-il sur le peuple et sur l'émergence de sa prise de conscience des moyens les plus appropriés de s'accorder avec le reste de la communauté humaine partout à travers le monde.